Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku. Je m'appelle Ame, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga chaque semaine au Québec. Et j'ai encore plein de jolies choses à vous présenter comme chaque semaine finalement. J'ai comme l'impression de me répéter mais en même temps j'aime ma job, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors, comme d'habitude, je commence avec mes promotions. J'ai d'abord un coffret qu'on attendait avec impatience, c'est Iyokoi, coffret donc shoujo. Vous achetez le tome 1, vous avez le tome 2 qui est gratuit à l'intérieur. Iyokoi, une série qui a quelques années, qui commence à dater, mais une série qu'on adore et qu'on recommande très souvent en boutique. Alors, shoujo plutôt classique, très centré sur les sentiments, avec une histoire d'amour entre nos deux personnages que vous voyez sur le tome 1 et que tout oppose, autant le physique que le caractère, et qui vont bien devoir apprendre qu'en couple, on n'a pas le choix de faire des concessions si on veut être heureux. Alors, très mignonne petite histoire, et vraiment à découvrir. C'est une série qui est terminée en 13 volumes. Et puis ma deuxième promotion, c'est également une nouveauté, en fait c'est par l'éditeur Panini, ça s'appelle Bomber Boy. Hop, je vais vous le mettre comme ça vous pouvez lire le titre, voilà. Et ne vous fiez pas au prix en euros comme d'habitude, il est à moitié prix chez nous en dollars, fait qu'il est à 7 $ au lieu de 14. Donc on est chez l'éditeur Panini, et c'est une nouveauté de chez Panini, mais qui veut nous faire un lancement à petit prix pour que vous puissiez découvrir le premier volume et que vous ayez envie de lire la suite. Alors c'est Bomber Boy. Donc on est vraiment sur un récit de guerre à 100%, c'est très bien dessiné, vous allez le voir. On suit un escadron qui est envoyé pour être tout simplement des kamikazes, de la chair à canon. Il y a une opération militaire d'envergure qui se joue dans le combat entre nos deux pays ennemis, donc notre héros et son ennemi, qui se disputent un territoire qui est très riche en ressources naturelles. Puis ce combat qui doit être décisif pour l'issue de la guerre nécessite qu'on envoie un escadron en guise de chair à canon finalement, juste dans l'intention de se faire trucider. Et c'est ce qui va arriver donc à l'escadron de notre héros, Jin-Hei. Et alors que rien ne va plus pour lui, que ces hommes sont au bord de se faire tous massacrer, il va être témoin d'un événement qu'il n'avait jamais vu auparavant, et c'est l'arme secrète de son pays, le Yamato. Et cette arme secrète, c'est notre Bomber Boy, c'est ce jeune garçon qui est qu'on surnomme le guerrier d'acier. C'est un espèce d'androïde, un guerrier de fer qu'on peut comme lancer comme un boulet de canon dans une cible ennemie, et puis se servir de ce garçon là pour détruire absolument tout ce qui est environnant. Fait que on est vraiment sur un récit de guerre avec une twist science-fiction fantastique. Ça se passe en l'an 2137 si je me rappelle bien. Donc c'est pas un récit de guerre réaliste, mais ça bouge, c'est gore, il y a du sang, il y a de l'action, il y a des complots politiques, il y a de la stratégie de guerre, et si vous aimez l'action, et ça, le personnage m'a un petit peu fait penser à Tanya the Evil, même si on peut pas vraiment comparer le manga, mais le personnage est un peu similaire. Donc c'est Bomber Boy, à commencer à moitié prix. Et je continue avec un nouveau spin-off de Shaman King, ça s'appelle The Superstar. Alors dans The Superstar, on suit Anna, qui est une chamane, et qu'on surnomme la troisième Itako, et qui se rend dans une ville pour ouvrir un coffre-fort qui contient un grand secret. Anna est accompagnée de son esprit protecteur, qui est un ancien soldat d'une guerre très ancienne qui la protège, et puis qui a beaucoup d'humour, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Et elle va être capable, grâce à ses pouvoirs de chaman, d'attirer l'aide de plusieurs autres fantômes, de plusieurs autres esprits tout au long de l'histoire. Donc on va avoir une intrigue avec évidemment beaucoup d'action, beaucoup de combats, on est dans Shaman King, de la fantasy, on va suivre un petit peu les dieux dans leur domaine et comment est-ce qu'ils se jouent des humains, comment est-ce qu'il y a un combat un petit peu à part de la Terre qui se joue, puis qui a quand même une influence, des conséquences sur les humains. Et c'est très fidèle au style de Shaman King. Alors c'est une suite à Flowers, qui était elle-même une suite de la série principale de Shaman King. Donc on a un auteur qui est redevenu très productif ces derniers temps. Alors c'est The Superstar. Et je continue avec une série fantasy qui s'appelle The Elf and the
Hunter. On est vraiment sur une série fantasy très très tranquille qu'on aime appeler un peu un shonen de style bohème chez nous, avec beaucoup d'humour, très tranche de vie, mais en même temps un monde très féerique. Alors on suit une jeune elfe qui s'appelle Magritte. Ben, une jeune elfe. Elle a l'air jeune, puis elle a l'air d'être un enfant, mais en fait elle a plusieurs centaines d'années, là c'est une elfe, donc elle vieillit pas de la même manière que les humains. Cette elfe, elle est un peu artisane magique, elle adore aller récupérer des potions, des objets rares, etc., puis les transformer en objets magiques qui peuvent faciliter la vie des gens. Donc on va un petit peu la suivre dans toutes les inventions qu'elle va faire, tous ses voyages pour récupérer ces objets particuliers ou ces potions, ou ces ingrédients. Puis elle est accompagnée par un chasseur, qui est donc le grand jeune homme qui est à côté d'elle. Puis ce gars-là, ben, c'est un humain, donc il paraît du même âge qu'elle, mais en fait il est beaucoup plus jeune, et elle l'a connu quand il était enfant, elle lui a sauvé la vie, et depuis il lui voue une admiration et un dévouement sans borne. Alors il la suit, il lui sert à la fois de garde du corps, il va récupérer les objets voilà, qu'elle peut pas aller chercher, il s'occupe de son quotidien aussi, il a d'homme à tout faire. Fait que, bref, on va vraiment suivre ce duo de personnages dans un monde qui est super riche en éléments fantaisistes, et au sein d'un manga qui est vraiment tranche de vie et très humoristique aussi, très léger. Donc ça fait du bien, c'est très très feel good, c'est très très dans la mouvance de ces nouveaux shonen qu'on voit beaucoup, qui sont un peu l'héritage de notamment l'Atelier des Sorciers. Et c'est vraiment très très cool si vous aimez la fantasy. Donc The Elf and the Hunter. Allez, on va passer sur un peu de crafting slash mystère, jeu, etc. Fait que j'ai plusieurs livres qui sont sortis cette semaine. Alors j'ai celui-ci, Vivez l'aventure du Japon au sans mystère. C'est assez cool, c'est un truc pour les enfants. Puis c'est comme les livres dont vous êtes le héros que moi je lisais quand j'étais enfant. Fait qu'en fait c'est une aventure où on choisit son personnage au tout début. Alors on peut incarner l'un ou l'autre des deux personnages qui sont ici. Puis au fil de l'aventure, ben, finalement on fait des choix, puis on va à la page correspondante, et à ce moment là ben, on peut soit avancer dans l'aventure, soit on perd des points de vie, soit on meurt et on doit recommencer l'aventure. Bref, c'est vraiment un livre interactif pour lire tout en s'amusant. C'est super bien fait, il y a encore une fois un monde imaginaire, un peu à la Ghibli style, qui est très très riche, c'est bien illustré, et c'est assez court, donc ça peut s'adresser à des enfants relativement jeunes. Donc si vous avez des cadeaux de Noël à prévoir en avance à vos neveux et nièces ou vos petits frères et petites sœurs, eh bien allez-y avec le Japon sans mystère, c'est vraiment une très très cool aventure à faire. Et puis j'ai un livre de dessin vraiment de chibi, ça s'appelle 1000 dessins kawaii. Alors c'est pour apprendre à dessiner les chibis quels qu'ils soient. C'est assez simpliste, hein. On est vraiment sur des bases, c'est très très débutant. Donc à chaque page son personnage, et puis tous les détails des étapes qu'il vous faut pour dessiner les personnages. Il y a des personnages humains, il y a des animaux, il y a de la nourriture kawaii, parce que ça, on s'entend qu'on craque tous pour ce genre de petits dessins. Et puis il y a même des petits objets rigolos comme un taiko ici. Fait que pour apprendre à dessiner, vraiment assez basique, mais ce qui est cool c'est qu'il y a beaucoup de pages, c'est un gros livre, et puis beaucoup de personnages qui peuvent vous inspirer. Donc 1000 dessins kawaii. Et puis c'était la semaine de l'origami, alors j'ai reçu par hasard 2 livres sur l'origami très très différents. Ici c'est un coffret qui s'appelle Origami de charme, avec un gros livre à l'intérieur. Il y a quand même 120 pages de stock et de modèles. Il y a aussi les tutos vidéo qui sont accessibles à l'intérieur, si jamais vous avez de la misère avec le modèle livre. Puis vous avez évidemment les feuilles avec les motifs japonisants. Puis ce qui est cool c'est que c'est des grandes feuilles, alors qu'habituellement les feuilles d'origami sont plutôt petites, fait que c'est quand même cool. Puis l'autre truc d'origami que j'ai reçu, alors là c'est très différent, c'est plus un beau livre de collection. C'est un livre sur Tomoko Fuse, la reine de l'origami. Alors je la connaissais pas, mais ça a l'air d'être une japonaise qui est un maître d'origami, puis c'est assez fou. Je vais vous montrer, alors en essayant de pas trop ouvrir le livre pour pas l'abîmer, mais elle fait ce genre de truc. C'est juste complètement malade. Alors même si vous n'êtes pas fan d'origami, sérieusement, jetez un coup d'œil au livre, c'est complètement débile. Je sais pas comment on peut faire pour faire des réalisations pareilles avec juste du papier plié. C'est fou. Attendez, je vais essayer de vous en montrer 2-3 de plus. Voilà, il y a celui-ci qui est sur la couverture.
Fait que vraiment Tomoko Fuse, eh bien je ne la connaissais pas cette artiste et je suis très très impressionnée, puis j'aimerais ça prochaine fois que je vais au Japon tomber sur une exposition d'elle, ça serait quand même le fun. Tomoko Fuse, la reine de l'origami. Allez, on revient dans les mangas, on va passer sur on revient en shonen, on est sur un isekai, ça s'appelle Réincarner dans un autre monde. Alors, ne vous laissez pas avoir par le titre un peu bateau, on sait très bien que le mot isekai veut dire réincarner dans un autre monde, littéralement, fait que le titre est pas très accrocheur, ça fait qu'on n'a pas forcément envie de le lire, mais détrompez-vous, c'est un excellent isekai humoristique. Alors, on est vraiment dans la trame de justement, moi quand je me réincarne en slime, ce genre de choses. Donc vraiment plus humoristique et aventure que romance et aventure. Donc on suit un homme peut-être de 25 ans qui travaille dans une société qui l'exploite énormément. Il passe des nuits blanches interminables à travailler, puis régulièrement il s'endort devant son écran d'ordinateur. Puis un jour, au moment où il s'endort, il y a un message qui apparaît qui lui dit « Voulez-vous être transporté dans un autre monde ?» Puis les circonstances font qu'il clique sur « Oui » et il se réveille dans un monde de fantasy qui fonctionne un peu comme un jeu vidéo. Fait qu'on est sur une trame isekai très classique. Et puis en face de lui, il y a ce slime qui est quand même assez cute, on va le dire. Et il va tout de suite être capable, grâce à ses compétences, sans trop savoir pourquoi, être capable de dompter le slime et de devenir un dresseur. Puis à ce moment-là, il y a comme 80 slimes qui vont se précipiter et devenir un petit peu ses créatures. Il va devenir vraiment le spécialiste du dressage de slime. Grâce à ses multiples comme slime qui peut réunir pour en faire un seul gros ou alors en faire plein de petits, mais il est capable de faire plein de choses à la fois. Alors il va commencer à lire plein de livres sur ce monde, sur les formules magiques pour acquérir plein de pouvoirs et il va devenir un dresseur avec la compétence érudit. Et ça fait que grâce à cette compétence, toutes les compétences qu'on pourrait acquérir dans ce monde, elles sont au maximum. Fait qu'il est surpuissant, il a des pouvoirs absolument énormes, mais sans vraiment savoir comment les maîtriser, ni comment il en est arrivé là. Il va peu habitué à ce monde-là, puis il va en fait utiliser ses pouvoirs pour déjà devenir aventurier, gagner sa vie, mais aussi aider les autres aventuriers, parce qu'il est clairement le plus puissant. Donc est-ce qu'il va être invincible ou est-ce qu'il va trouver plus fort que soi? Ça c'est la grande question. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce isekai, c'est la personnalité du personnage principal. Il a énormément de charisme, mais malgré lui, c'est un personnage qui dans la réalité serait énormément effacé, et qui finalement, une fois qu'il arrive là, dans ce monde, il continue à être extrêmement modeste, mais à la fois il est tellement puissant que forcément tout le monde se met à l'admirer, mais lui garde toujours sa modestie, tout en ayant cette espèce de classe et de charisme, des gens qui sont plus compétents que ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Donc un personnage qui est vraiment très attachant et intéressant, avec des petits slimes partout qui sont capables de faire plein de trucs, qui sont bien cute. Donc on a des personnages, un character design qui est très très fort dans Réincarner dans un autre monde, et donc j'ai beaucoup aimé ce isekai. Et je continue avec un shoujo. Ce shoujo s'appelle Les Caprices de la Lune, et c'est une jeune auteure qui va nous livrer un shoujo plutôt humoristique avec une histoire à la bad boy, fausse histoire d'amour, je te niaise, tu me niaises, je te taquine, donc Nagatoro mais version féminine. Alors il s'agit de l'histoire de Ayumu, qui est une jeune fille qui se faisait un petit peu harceler, taquiner, mais taquiner méchant, tu vois, un peu bully, par un garçon qui s'appelle Luna, et ça c'était quand elle était en primaire. Et puis depuis, elle a développé comme vraiment une haine implacable envers ce garçon qui lui a pourri son enfance. Et arrivée au cégep, eh bien, elle retrouve Luna avec grande consternation. Sauf que Ayumu, elle a quand même un caractère assez fort, elle n'est pas du tout le cliché de la petite héroïne naïve de shoujo qu'on s'imagine. Elle a du caractère, puis elle est bien décidée à ne pas se laisser faire. Alors elle va eh bien finalement elle va rejoindre Luna sur son propre terrain de jeu pour essayer de le battre en elle-même le taquinant le plus possible et le faisant marcher. Elle va se rendre compte rapidement qu'en fait il est tombé amoureux d'elle, mais elle va se jouer de ça. Fait que on est un petit peu sur un shoujo à la Last Game où tous les shoujo avec des bad boys ou des bad girls mais inversés. Donc assez sympathique, plutôt drôle, et puis avec une héroïne qui nous attache grâce à son caractère bien trempé. C'est Les Caprices de la Lune. Et je vais enlever ça parce qu'on n'y voit plus rien, c'est trop gros.
Alors j'ai 3 yaoi à vous présenter rapidement cette semaine. Le premier c'est L'écrivain au cœur flétri. Accessible à un public 16 ans et plus. On est sur un écrivain qui est extrêmement riche, qui est aussi très désillusionné de la vie. Il a eu beaucoup de déceptions, surtout dans son milieu social, et donc il a perdu toute foi en l'espèce humaine, et il déteste les gens, et donc il a beaucoup de personnel de maison parce qu'il est extrêmement riche, mais il les traite très mal. Et un jour il y a un nouveau jardinier qui s'en vient, c'est le gars que vous voyez ici. Puis ce jardinier a du caractère et décidé à ne pas se laisser faire, puis surtout pense que grâce à la sérénité d'un beau jardin bien entretenu, il peut redonner le goût à la vie à son employeur. Et de ce postulat va se développer la relation amoureuse. Donc un yaoi finalement somme toute assez classique, bien dessiné, c'était quand même cool. L'écrivain au cœur flétri. Mon deuxième, c'est Laisse-moi te détester. On est chez Taifu et on est dans un Omegaverse, donc un univers fictif où on va retrouver des omégas, des alphas et des bêtas. Je vous expliquerai pas le détail de tout ce que c'est, mais par contre, ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'au tout début du livre, vous allez avoir une explication sur l'Omegaverse, une explication vraiment détaillées qui vous aident vraiment à bien comprendre comment ça marche et quels sont les enjeux en fait entre les différentes espèces et les différents genres finalement. Fait que ça aide vraiment si vous voulez rentrer dans cet univers là à le comprendre, parce que c'est vrai que quand on n'est pas familier avec l'Omegaverse, il y a quand même beaucoup de termes techniques et donc c'est difficile à appréhender. On est sur une histoire où notre héros est un oméga qui a décidé de ne plus vivre en couple parce que il a été beaucoup persécuté par les alphas. Il a plus la foi qu'il va être capable de vivre une vraie histoire d'amour. Il a une petite fille qu'il élève seule, qui est très cute, qui est très mignonne, et pour qui en fait elle est toute sa vie finalement. Puis un jour, il va rencontrer par hasard un alpha qu'il avait déjà rencontré, mais lui il a peur des alphas, fait qu'il veut absolument pas se faire approcher, et cet alpha va lui dire écoute, ça fait longtemps que je t'observe, puis je suis éperdument amoureux de toi, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, améliorer ta vie, puis faire en sorte que tu n'aies plus peur des alphas et qu'il n'y ait plus aucun alpha qui t'embête jamais. Alors notre héros n'en croit pas un mot parce qu'il pense que tous les alphas sont fourbes et malhonnêtes, mais bientôt il va se rendre compte que finalement ses sentiments seraient probablement plutôt vrais et qu'il pourrait peut-être voir un futur avec cet homme là. Donc c'est Laisse-moi te détester. Et puis le troisième yaoi, alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus original, ça s'appelle Les couloirs de l'abîme, et c'est vraiment un drame, c'est très sombre. Vous allez voir que le style de dessin est très particulier. On suit un homme qui, au début, on ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas ce qui se passe, il ressemble à ça. En fait, c'est un homme qui est dépressif, qui a commis une grave erreur dans le passé, qui en souffre, qui est en dépression très forte, et cette dépression est tellement forte qu'elle émane de lui comme si c'était quelque chose de physiquement visible. Il s'est retiré dans une petite ville de campagne pour réfléchir à sa vie, puis essayer de passer à autre chose, mais ça marche pas, il n'arrive pas, et il pense à se suicider tous les jours. Jusqu'au jour où il croise un jeune garçon qui lui rappelle son passé, qui va ressentir de l'affection pour lui et décider de l'aider à sortir de la dépression. Alors ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'au début on ne sait pas, déjà l'histoire est originale, la façon dont le scénario est présenté est très originale parce qu'on ne sait pas du tout où ça s'en va. Au début, en fait, la première scène, on voit des élèves de secondaire qui sont en train de discuter d'un fantôme ou d'un esprit qui viendrait comme manger les enfants ou les kidnapper, ou bref, il y a comme une rumeur, une espèce de légende urbaine qui circule à propos de ce personnage, puis on va finalement se rendre compte que c'est bien un humain et non pas un esprit, et tout le passé de notre personnage va nous être amené petit à petit, mais très tard dans le manga. Fait que pendant très longtemps on ne sait pas où le manga s'en va, et ce côté très mystérieux ajoute vraiment à l'aspect vraiment intéressant de ce manga. Le seul problème, c'est un problème d'édition, c'est que si vous lisez la 4e de couverture, en fait vous spoilez absolument tout le tome 1. Fait que si vous décidez de ne l'acheter, surtout ne lisez pas la 4e de couverture. Fait que c'est vraiment un gros problème éditorial, mais le contenu est très intéressant. Donc c'est Les couloirs de l'abîme. Et j'en arrive à
un webtoon original, on n'avait pas encore vu ça dans le webtoon en version manga papier. Ça s'appelle Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, c'est coréen. Et ça correspond à un josei en manga, donc une comédie romantique plutôt mature et adulte, avec une trame originale, puis surtout des personnages qui sont absolument vraiment très réussis. Donc ça se passe à Séoul, dans le milieu d'une grande entreprise, et on suit notre personnage principal, enfin l'un de nos deux personnages principaux, lui, est le vice-président d'une grosse compagnie. Il est très riche, il est très intelligent, il est très beau gosse, mais il est aussi très imbu de sa personne et assez détestable. Il prend un peu tout le monde pour ses larbins, et la seule personne qui arrive à le supporter, c'est sa secrétaire, Kim, qui travaille avec lui depuis 9 ans. Et elle a complètement appris à travailler avec lui sans problème. Elle est très droite, elle est très fiable, il peut plus se passer d'elle finalement, professionnellement parlant évidemment. Le truc c'est que Kim un jour décide qu'elle en a assez, puis elle va aller chercher de la job ailleurs, et puis surtout elle va arrêter de favoriser sa vie professionnelle, parce qu'elle va avoir 29 ans et elle voudrait se marier. Vous savez qu'en Asie, quand on n'est pas marié à 29 ans, l'horloge tourne, puis ça devient socialement très compliqué. Alors, elle décide de lui annoncer sa démission, ce qu'il prend très mal, et il va tout faire pour faire en sorte qu'elle ne démissionne pas. Donc on est sur une comédie romantique absolument hilarante. Les personnages, comme je le disais, sont vraiment intéressants. Autant le personnage masculin qui est détestable, mais qu'on va suivre souvent indépendamment, une partie du récit est faite de son point de vue à lui, ce qui fait que ça rend son côté détestable pas plus attachant, ça c'est clair, il est toujours aussi détestable du début à la fin, mais par contre on comprend son point de vue, puis on comprend où il veut s'en aller, puis on voit finalement les deux points de vue de nos personnages qui vont évoluer l'un en même temps que l'autre, ou en décalé, puis on peut suivre finalement ce que eux ne sont pas capables de comprendre, nous on le comprend avant nos personnages finalement. Donc le storytelling est très bien fait, puis le personnage de Kim est absolument adorable parce que elle a un caractère vraiment très très fort, et elle tient tête à son patron mais comme jamais, et elle lui fait la misère, et en même temps elle est tellement droite et avec un sens de l'équité, de la justice, du travail bien fait, que on ne peut que l'admirer finalement, c'est presque la femme parfaite. Donc vraiment une très très belle découverte. C'est un drama coréen qui a été fait en adaptation webtoon puis mis en manga papier, donc beaucoup d'adaptations, mais vraiment une très très belle découverte que ce manga, donc Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Et mon dernier manga pour aujourd'hui, on va revenir dans le shonen, on est dans l'horreur, le survival, c'est Angel of Death, que je sais vous attendiez depuis longtemps, parce il était prévu pour le mois d'avril, et il a été extrêmement retardé par l'éditeur, donc le voici enfin. Alors on est sur une adaptation de jeu vidéo, d'un jeu vidéo d'horreur éponyme, et on suit la jeune Rachel, qui est une petite fille de 13 ans, qui un jour se réveille dans un hôpital psychiatrique abandonné, toute seule, à la nuit tombée, avec la pleine lune, et qui cherche ses parents. Sauf que ses parents ont disparu, fait qu'elle va parcourir les couloirs déserts de l'hôpital, à la recherche de ses parents, puis elle va découvrir des mots bizarres sur les murs, comme des règles qui ressembleraient à des règles du jeu, mais elle comprend pas bien ce qui se passe. Jusqu'au moment où elle va tout simplement se faire attaquer par un psychopathe qui a des bandages des pieds à la tête, qui la poursuit avec une faux afin de la trucider. Et elle va comprendre qu'elle se trouve dans un jeu de survie. Donc on va suivre notre petite Rachel qui va devoir monter les étages du jeu et essayer de survivre. Alors ce qui va être intéressant comme twist, c'est que rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas un spoil, là, vous allez le voir très rapidement, on voit qu'à chaque étage il y a un méchant, un psychopathe différent, que chaque psychopathe ne peut pas changer d'étage, que si elle arrive à franchir l'étage suivant, elle échappe définitivement au psychopathe de l'étage d'en dessous. Et puis le premier qui va l'attaquer, celui avec les bandages, va un peu devenir notre personnage secondaire. Et ce qui va être intéressant, c'est que Rachel rapidement dit: écoute, moi j'ai tout perdu, je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis, je sais pas où sont mes parents, puis de toute façon ma vie était pas très intéressante, regarde, tue-moi puis qu'on en finisse. Ce qui va à lui ôter tout le plaisir de la tuer finalement. Alors c'est comme ça qu'il va devenir notre personnage principal, enfin notre personnage secondaire, adjuvant de Rachel.
Et donc le fait que notre Rachel n'ait à aucun moment dans le manga envie de vivre, ça rajoute quelque chose de très différent par rapport aux autres mangas de survival. À part ça, je dirais que c'est pas un manga qui est forcément très bien fait au niveau du scénario. Il y a des interventions dans les dialogues qui sont un peu plates, un petit peu décousues, puis pas forcément très intéressante, et puis au niveau du dessin c'est pas non plus ultra travaillé. Alors ça arrive souvent dans les adaptations de jeux vidéo, mais je dois avouer que ici le dessin m'a quand même pas jeté à terre. Fait que c'est Angel of Death. Et c'est donc ce qui va conclure mon vidéo de nouveautés pour aujourd'hui. J'espère que les nouveautés que je vous ai présentées vous ont plu, que ça vous a donné envie d'en lire certaines. Je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Pour terminer, je vais terminer comme d'habitude avec mes tops et mes flops de la semaine. Alors mon flop de la semaine c'est Angel of Death, à cause de la pauvreté du scénario et surtout de la pauvreté des dialogues. Avec un bémol, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'on a une héroïne qui soit un peu originale et qui n'ait pas envie de vivre, ça amène quelque chose d'une twist différente des autres survival, mais la réalisation laisse franchement à désirer. Au niveau des tops, par contre, je vais en avoir deux. J'ai Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Même si vous n'aimez pas les comédies romantiques, ce n'est pas une comédie romantique ordinaire. On a vraiment une relation différente avec les personnages. Le dessin est moins intéressant que le scénario, mais le scénario et le character design sont tellement bien montés que vraiment c'est un régal à lire. Et puis l'autre top de la semaine, c'est Réincarné dans un autre monde. Comme je le disais, ce n'est pas un isekai comme on en voit tant. C'est un isekai avec un personnage intéressant, avec des petits slimes super intéressants qui peuvent faire plein de trucs, avec une bonne balance entre l'humour et l'action, entre des pouvoirs surpuissants mais qui sont pas trop irréalistes. Bref, il y a comme un bon équilibre dans ce isekai, puis un bon sens de l'humour. Donc mon deuxième top de la semaine. Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, beaucoup de lecture manga, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut!